Mécanique du point, conservation de la quantité de mouvement, référentiel du centre de masse, suivant cet énoncé qui aurait pu devenir un sujet d'examen. Donc voici le sujet. Une petite balle jaune posée sur une balle rouge. La balle rouge tape contre le mur. La balle jaune est au-dessus. On zoome en quelque sorte pour s'apercevoir que après le choc de la balle rouge sur le sol gris, la balle rouge donc inverse son vecteur vitesse et remonte. Ce vecteur vitesse de la balle rouge qui remonte est le vecteur V orienté vers le haut. Dans ces conventions-là, la balle jaune qui continue elle son trajet vers le bas avant de rentrer en collision avec la balle rouge a un vecteur vitesse qui est moins V. Les deux vecteurs vitesse ont la même norme, V, et c'est ce qui est apparent sur le schéma. Les flèches sont inversées. On se pose maintenant la question, après le choc entre la balle jaune et la grosse boule rouge, quelle va être maintenant la vitesse de la balle jaune qui va donc remonter. De manière un peu surprenante, on s'aperçoit que dans le référentiel du laboratoire, la vitesse de la balle jaune est de 3 fois la vitesse qu'elle avait initialement, petit v, en norme. Donc c'est le calcul que l'on va essayer de faire maintenant en décomposant en 10 questions. On aborde la première question, donc, qui est donc redémontrée, ou en tout cas pourquoi a-t-on petit m que multiplie la vitesse de la masse petit m, donc petit m c'est la boule jaune, par rapport au centre de masse de l'ensemble des deux boules qui constituent le système isolé, balle jaune, boule rouge, sont ensemble après le choc de la balle rouge sur le mur, le système isolé. Donc cette quantité de mouvement de l'ensemble balle jaune, boule rouge, après le choc de la boule rouge contre le mur, après ce choc-là, est une quantité constante. Et par définition, et c'est ici que l'on retrouve maintenant la réponse à la question 1, par définition, par construction du point G, la quantité de mouvement total du système balle jaune, balle rouge par rapport à son propre centre de masse est égale à 0. C'est en fait même tout l'intérêt de la définition du centre de masse que d'avoir, dans tous les cas, cette quantité de mouvement total du système isolé par rapport à son centre de masse d'être égale à 0. Question 2. Et maintenant, donc, on va commencer à s'intéresser au transfert des quantités Vm, V petit m et V grand M du référentiel du centre de masse, du référentiel du laboratoire, pardon, au référentiel du centre de masse. Dans la situation 2, la vitesse de la masse petit m par rapport au laboratoire, c'est moins V, elle descend, et la vitesse de la boule rouge de masse grand M par rapport au laboratoire, c'est V, elle remonte. Dans ces conditions, on a petit m plus grand M, vitesse du centre de masse, boule rouge, balle jaune, qui est donc égale à la quantité de mouvement total du système, c'est-à-dire ici, moins petit m plus grand M, vecteur V. Cela permet d'obtenir immédiatement l'expression de la vitesse de G par rapport au laboratoire, qui est simplement grand M moins petit m sur grand M plus petit m V. Si la boule rouge a une masse beaucoup plus grande que la balle jaune, on voit immédiatement que la vitesse du centre de masse dans le laboratoire est égale à petit v. On passe à la question 3. On s'intéresse donc maintenant à la vitesse de la masse petit m par rapport au point G. C'est donc la vitesse de la balle jaune par rapport au point G lorsqu'elle descend à la rencontre, ici, de la boule rouge. On a l'expression composition des vitesses. On écrit donc la composition des vitesses, vitesse de la masse petit m, la balle jaune par rapport au laboratoire, égale vitesse de la masse petit m par rapport au centre de masse, plus la vitesse du centre de masse dans le laboratoire. On connaît la vitesse du centre de masse dans le laboratoire, c'est ce que l'on vient de calculer, grand M moins petit m divisé par grand M plus petit mv. On connaît la vitesse du point de la boule jaune, de la balle jaune, masse petit m par rapport au laboratoire, c'est moins v. Il suffit donc maintenant de faire
un brin de calcul, et on obtient que la vitesse de la balle jaune petit m par rapport au centre de masse est égale à moins 2 fois grand M sur la somme des masses, grand M plus petit m, que multiplie le vecteur vitesse petit v. On refait maintenant la même question, la même chose pour la vitesse maintenant de la masse grand M par rapport à G. Il suffit essentiellement de changer les notations, de changer donc le 3 en 4 pour la question, et ensuite tous les petits m en grand M, pour s'apercevoir que le résultat, c'est que la vitesse de la masse petit grand M par rapport à G, c'est 2 fois la masse petit m divisé par m plus grand M V. Et donc dans le changement des notations, j'ai oublié ici de changer le dernier petit m en grand M, c'est donc la vitesse de grand M par rapport à G que l'on calcule ici, qui est égal à 2 petit m sur m plus m V, et non pas, comme c'est écrit ici, vitesse de petit m. Il y a une faute. Question 5. Très simple. Finalement, on reprend l'expression de la vitesse de petit m par rapport à G avec son moins 2 grand M sur m plus petit m V. On dit que la masse est beaucoup plus grande que petit m, ce qui immédiatement fait apparaître que la vitesse de la balle jaune par rapport à G, c'est moins 2v. Donc par rapport à G, elle descend à une vitesse moins 2v, avec un centre de masse qui remonte à la vitesse v. Le centre de masse remonte à la vitesse v par rapport au laboratoire. La boule grand M remonte aussi à la vitesse v par rapport au laboratoire. Donc dans cette limite où grand M est beaucoup plus grand que petit m, la vitesse de la masse m dans le référentiel du centre de masse est égale à 0. On vient maintenant à la question 7, qui consiste à écrire l'énergie cinétique dans le référentiel du centre de masse. Dans le référentiel du centre de masse, par définition, l'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv carré plus 1/2 de mv carré, vitesse petit m par rapport à g, vitesse grand M par rapport à g, masse petit m, masse grand M. On vient de voir que la vitesse de m par rapport à g, donc avant le choc des deux balles, dans le référentiel du centre de masse, est pratiquement égal à 0 si les deux masses sont très différentes. Et par contre aussi, si les deux masses sont très différentes, la vitesse de petit m par rapport à g est égale à moins 2v. Donc on a donc une énergie cinétique totale de l'ensemble du système par rapport au référentiel du centre de masse, qui est simplement 2 mv carré, de petit m v carré. On passe à la question 8, où on exploite maintenant le fait que on a une description complète de la situation avant que la boule rouge qui remonte après son choc sur le sol rencontre maintenant la balle jaune qui, elle, descend. Boule rouge, balle jaune constitue le système isolé. On écrit donc l'expression de l'énergie cinétique par rapport à G après. Ce n'est jamais que la même expression que précédemment, 1/2 de M, V de petit m par rapport à G au carré, plus 1/2 de grand M, V de grand M par rapport à G au carré, qui doit donc être égal conservation de l'énergie cinétique. Ici, tous les chocs sont élastiques, il n'y a aucune dissipation, qui est égale à 2 mv carré. On conserve une conservation de la quantité de mouvement, qui est nulle, cette quantité de mouvement totale, par rapport à G. Elle l'était, elle le reste. Système isolé. Cela se réduit donc maintenant à quelques manipulations algébriques, pour trouver donc que V de petit m par rapport au G au carré, c'est égal à 4V au carré que multiplie 1 sur 1 plus petit m sur grand M. Ça, c'est donc la vitesse de petit m par rapport à G au carré. On garde l'expression comme ça, on verra ce qu'on en fait juste après. Question 8, qui est la suite donc. On avait fait ce calcul pour V de petit m par rapport à G. On le fait maintenant pour V de grand M par rapport à G. Donc V de grand M par rapport à G, c'est moins petit m sur m, V de m par rapport à G. On remplace dans l'expression qu'on a établie au tableau précédent pour s'apercevoir donc que V de grand M par rapport à G au carré, c'est encore 4V carré que multiplie grand M sur m plus petit m que multiplie petit m sur grand M. Cela nous permet donc maintenant de tenir compte du fait que la masse petit m est beaucoup plus petite que la masse grand M. On l'applique aux deux expressions, V de petit m par rapport à G et V de grand M par rapport à G, pour s'apercevoir immédiatement que la vitesse de petit m par rapport à G après le choc est égale à 2V. Donc, par rapport au centre de masse, la masse petit m, la balle jaune, est en train maintenant de remonter à la vitesse 2V par rapport au centre de masse. On avait une vitesse nulle précédemment par rapport au centre de masse pour la masse grand M par rapport à G, donc. Elle l'était, elle le reste. La vitesse donc
de grand M par rapport au centre de masse est égal à 0. Dans l'approximation où grand M est une quantité beaucoup plus grande que petit m. Cela nous permet maintenant de conclure, et en particulier, de calculer la vitesse de petit m dans le référentiel du laboratoire. Tout d'abord, notons que, encore une fois, la vitesse de G par rapport à L est la même après le choc des deux balles et avant le choc des deux balles. Cette vitesse était avant de petit v, elle reste de petit v. On a donc maintenant la vitesse de petit m, la balle jaune, par rapport au laboratoire après le choc des deux balles. Donc la balle jaune est en train de remonter, maintenant à grande vitesse. 2v par rapport au centre de masse petit g. Donc cette vitesse de petit m par rapport à L est égale à la vitesse de petit m par rapport à g, plus la vitesse de g par rapport à L, composition des vitesses, changement de référentiel, et on obtient 2 petit v plus v. Et donc, de manière tout à fait surprenante, je trouve en tout cas, on s'aperçoit qu'effectivement, on est conduit à écrire que la vitesse de petit m par rapport à L est égale à 3v. En fait, en regardant un petit peu le rapport des deux masses et la façon dont la balle jaune vient interagir avec la balle rouge, c'est assez naturel qu'on remonte aussi avec 3v. On laissera le spectateur apprécier.